Dans l'Égypte ancienne, un autre jour se lève et un homme se lève pour accueillir la journée. Comme tout le monde, il a une famille, des responsabilités et des plaisirs qui l'attendent dans la journée. Mais ce n'est pas un homme ordinaire, c'est le pharaon, le chef de l'empire égyptien. Qu'est-ce que c'est que d'être l'un des hommes les plus puissants du monde? C'était très différent d'être un citoyen ordinaire de l'Égypte, et à certains égards, pas différent du tout. Dès son réveil, le pharaon n'est pas seul. En effet, l'une des caractéristiques du roi est d'être entouré en permanence de serviteurs loyaux. Le roi et sa famille n'auraient pas dû s'atteler seuls aux basses besognes de la vie quotidienne, n'est-ce pas? Le palais royal compte donc d'innombrables serviteurs qui jouent chacun un rôle dans le fonctionnement de l'endroit. Le pharaon reçoit de l'aide pour s'habiller, quelqu'un lui prépare ses repas et quelqu'un lui apporte tout ce qu'il veut au cours de la journée. C'est comme s'il avait une équipe de majordomes classiques, mais multipliée par 100. Et il n'est pas le seul à avoir de l'aide. La famille du pharaon est également entourée de serviteurs. La reine a son propre personnel, généralement composé de femmes, pour répondre à ses besoins, tandis que les enfants se voient attribuer des nounous royales et des tuteurs pour les guider au fur et à mesure qu'ils vieillissent. Après tout, papa a un empire à gérer. Avec un personnel aussi nombreux, il ne faut pas s'attendre à ce que le pharaon dirige l'ensemble des opérations. Le palais emploie généralement un contrôleur royal, qui est en quelque sorte le patron des serviteurs. Il les suit à la trace, leur assigne des rôles et s'assure que leurs performances sont à la hauteur, afin que les mauvaises nouvelles ne remontent pas jusqu'au chef. Mais les serviteurs ne restent pas seulement au palais. Lorsque le pharaon quitte le palais, il est généralement escorté par une équipe de serviteurs. Certains sont chargés de porter la litière du pharaon ou de guider les chevaux qui le conduisent dans un char. D'autres avaient une tâche encore plus importante, veiller sur la vie du pharaon. Ces gardes du corps comptaient parmi les membres les plus entraînés de la classe des serviteurs, consacrant souvent leur vie à affiner leurs compétences au combat. D'autres serviteurs puissants étaient chargés d'entretenir le palais, de diriger les projets de construction et de travailler dans les champs royaux. Mais s'agissait-il de serviteurs ou d'autre chose? Les médias décrivent souvent l'Égypte ancienne comme un pays dirigé par des esclaves, qu'il s'agisse de résidents ou d'esclaves étrangers capturés. Mais en réalité, la plupart des travailleurs égyptiens, y compris ceux qui ont construit les pyramides, étaient des serviteurs rémunérés. Cela ne signifie pas qu'ils étaient libres. Une fois que l'on travaillait pour le roi, il n'y avait pas vraiment moyen de démissionner, et l'on était pratiquement coincé dans la classe sociale des serviteurs. Mais les serviteurs n'étaient pas sans droit. Leurs enfants pouvaient gravir les échelons de l'ordre social, et les serviteurs de confiance étaient souvent des membres appréciés de la famille du pharaon. Ces serviteurs avaient beaucoup de choses à gérer, car les pharaons menaient une vie opulente. Pour les pharaons, s'habiller n'était pas un processus rapide. Pour la plupart des paysans, il suffisait d'enfiler un simple vêtement et d'être prêt pour une journée de travail. Les pharaons, eux, s'habillaient pour impressionner. Cela signifie qu'ils passaient probablement beaucoup de temps le matin à mettre en ordre leurs costumes avec l'aide de leurs serviteurs. L'une des pièces d'équipement les plus courantes que portait un pharaon était une peau d'animal, souvent celle d'un grand prédateur comme un léopard ou un lion. Cette peau était censée montrer que le pharaon ne craignait aucune bête, même s'il est probable que le pharaon ne se soit jamais approché de la source de cette peau. Et ce n'était pas la seule façon pour le pharaon d'impressionner. La coiffe était l'un des éléments les plus importants de l'apparat du pharaon, certains portant un tissu spécialement conçu à cet effet, appelé némès. Ces étoffes rayées avaient généralement un motif unique tissé par l'une des couturières de confiance du pharaon. D'autres portaient une couronne impressionnante, souvent ornée de bijoux et de métaux précieux. Ces couronnes pouvaient être lourdes, mais ce n'était pas comme si le pharaon allait travailler dur en la portant. Au quotidien, la principale tâche du pharaon était de s'imposer et de juger en fonction des conseils qu'on lui donnait. Mais il ne s'agissait que de conseils. Le pharaon était-il vraiment un monarque absolu? En un mot, oui. À l'époque où l'Égypte était un empire indépendant, le pharaon n'était pas seulement le roi. Il était généralement considéré comme un avatar des dieux, et on lui confiait le pouvoir de vie et de mort. Sa parole était absolue, et contrarier le pharaon pouvait signifier la mort. Mais en même temps, il était largement déconnecté du monde qui l'entourait. Il passait la plupart de son temps au palais, apprenait les affaires des gens du peuple par ses conseillers, et ses décisions étaient probablement fortement influencées par leur point de vue, ce qui signifie que ses conseillers les plus fidèles
étaient peut-être ceux qui tiraient les ficelles. Cela ne signifie pas pour autant que le pharaon ne pouvait pas apporter de grands changements. À la plupart des époques de l'Égypte ancienne, le peuple suivait une religion polythéiste qui vénérait un panthéon de dieux dirigé par le puissant Osiris. Mais sous le pharaon Akhenaton, il a été décidé que la religion d'État deviendrait essentiellement monothéiste et ne vénérerait que le dieu du soleil Aton, qui portait le même nom que le pharaon. Ce changement n'a pas vraiment été adopté, mais le public n'a eu d'autre choix que de s'y conformer en grande partie de son vivant, du moins publiquement. Mais un monarque absolu peut tout aussi bien revenir sur la décision d'un autre. Son fils, le roi Toutankhamon, l'enfant roi, a presque immédiatement choisi de restaurer l'ancienne religion. Et être un monarque absolu peut être synonyme de risque majeur. Si les choses se sont largement arrangées avec le garçon roi Toutankhamon, il n'en reste pas moins qu'un préadolescent s'est soudain retrouvé sur le trône, ce qui aurait pu très mal tourner. Heureusement, il a été fortement influencé par ses conseillers, et son règne a été pour l'essentiel sans conséquence. Mais si l'Égypte n'a pas connu beaucoup de rois fous, contrairement aux tristement célèbres Néron et Caligula à Rome, il aurait suffi qu'un monarque héréditaire ne veuille pas écouter ses conseillers et continue à prendre de mauvaises décisions pour que les choses se gâtent rapidement. Bien sûr, les conseillers et les chefs militaires avaient tendance à prendre le relais après la mort soudaine des pharaons. Alors peut-être qu'ils intervenaient juste avant que les choses ne tournent trop mal. Pour les futurs pharaons, l'entraînement commence très tôt. Comment se passait la vie d'un enfant royal ? En un mot, c'était génial. Si, dans l'ensemble, les enfants égyptiens avaient une meilleure qualité de vie que les enfants de nombreux autres pays, grâce à la richesse de l'Égypte, ils ne vivaient pas exactement la vie confortable que connaissent de nombreux enfants aujourd'hui. Les enfants du peuple travaillaient probablement dans le commerce de leurs parents dès leur plus jeune âge. Les enfants royaux, en revanche, vivaient dans le luxe. Alors que les roturiers n'ont que rarement accès à une éducation publique à long terme, les membres de la famille royale ont généralement des tuteurs qui travaillent pour eux. Dès leur plus jeune âge, ils sont généralement accompagnés par des gardiens, mais le degré d'implication du pharaon dans leur éducation est variable. Il n'était pas rare qu'un prince héritier se voie confier des responsabilités à la cour de son père pour lui apprendre le monde. Mais pour la plupart des enfants royaux égyptiens, il s'agissait probablement d'une vie de loisirs. Des études menées sur des objets de l'Égypte ancienne ont révélé l'existence de jouets et de jeux d'enfance, notamment des jeux de société qui ressemblent à ceux que l'on joue encore aujourd'hui. Il est probable que ces enfants avaient la main mise sur le palais lorsqu'ils n'étaient pas en cours ou sous la surveillance de leurs parents. Les preuves montrent que les anciens Égyptiens, qu'ils soient roturiers ou royaux, accordaient une grande importance à leurs enfants et s'impliquaient dans leur éducation. Cependant, il ne fait aucun doute que les enfants royaux s'amusaient probablement beaucoup plus au quotidien que leurs homologues roturiers, et le fait d'avoir la main mise sur le palais offrait de nombreuses possibilités. À l'époque, l'Égypte était l'empire le plus vaste et le plus puissant du monde, et un puissant pharaon n'aurait pas pu vivre dans un palais qui ne reflétait pas cet état de fait. Si les structures les plus impressionnantes d'Égypte étaient sans aucun doute les pyramides de la nécropole de Gizeh, il ne fait aucun doute que les palais égyptiens que nous avons découverts comptaient parmi les plus impressionnants jamais construits. Le plus connu est Malkata, le palais du Nouvel Empire d'Amenhotep III. Situé sur la rive du Nil à Thèbes, il a été construit principalement en briques crues, et on estime qu'il a fallu 18 ans pour l'achever. Il s'agit de la plus grande résidence royale jamais construite en Égypte, et ils ont fait bon usage de cet espace. Parmi les nombreuses caractéristiques du palais, figurait un grand lac artificiel relié au Nil par une série de canaux. Il n'était donc plus nécessaire d'apporter manuellement de l'eau douce au palais. Le palais comprenait de nombreux halls, villas, cours, palais plus petits et appartements pour les associés du pharaon. Les quartiers privés du pharaon constituaient presque un palais en soi, avec 4 pièces, dont une chambre à coucher, un dressing et même des quartiers pour le harem. Un temple massif dédié à sa femme et honorant le dieu crocodile Sobek se trouvait également sur le terrain. Mais le temps a eu raison de ce puissant palais. Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose du glorieux palais d'Amenhotep III, hormis les fondations, mais celles-ci suffisent à donner une idée impressionnante de la taille de ce palais.
Il ne fait aucun doute que le pharaon et sa famille vivaient dans le luxe, avec un palais tentaculaire doté d'une immense salle à manger où ils mangeaient... Attendez, que mangeaient-ils exactement? Il est évident que la nourriture de l'Égypte ancienne était très différente de celle d'aujourd'hui. Il existait peu d'ustensiles de cuisine moderne, et tous les aliments étaient produits localement. Mais la nourriture des pharaons était tout de même très différente de celle des gens du peuple. Les roturiers n'avaient pas accès à de nombreux produits de luxe, mais, étonnamment, les aliments de base des deux groupes étaient les mêmes, et ils se résumaient tous deux à la même culture. Le blé, la plus grande culture de l'Égypte ancienne, était l'élément essentiel de la vie. Le pain et la bière constituaient la base des repas de tous les habitants. Le pain était généralement fabriqué à partir de blé en mer, tandis que la bière était généralement trouble et contenait beaucoup de solides non tamisés. En tant que telle, elle ressemblait davantage à un gruau alcoolisé qu'à la Miller Lite que nous connaissons tous. Mais les similitudes s'arrêtent là. Des fruits et des légumes étaient également servis aux pharaons, les cultures locales les plus courantes étant l'ail et les oignons verts. Cela ajoute une touche de saveur, mais ne vous rassasie pas vraiment. La disponibilité d'autres cultures comme la laitue, le céleri, le concombre et les courges, ainsi que de fruits comme les dattes, les figues et les raisins secs, étaient variables. Ces produits étaient généralement considérés comme des produits de luxe, même si la classe ouvrière pouvait s'en procurer en cas de surplus. Les fruits étaient souvent séchés pour être conservés plus longtemps, et les pharaons y avaient généralement accès tout au long de l'année. Mais où est le bœuf? Les Égyptiens étaient assez avancés dans la domestication des animaux, et ils élevaient des bovins, des moutons, des chèvres et des porcs. Ils chassaient également les oiseaux et pêchaient dans les rivières, ce qui leur permettait de disposer d'une grande quantité de viande. Seuls les plus pauvres n'avaient pas accès aux protéines animales et se nourrissaient de légumineuses. Mais la chasse et l'élevage des animaux prenaient beaucoup de temps, et les agriculteurs de subsistance n'avaient souvent pas le temps de s'en occuper. Si la viande sur la table était modeste pour eux, elle l'était tout autant pour les pharaons. Il est prouvé que les Égyptiens de l'Antiquité élevaient des quantités massives de bœufs et que les ouvriers qui construisaient la Grande Pyramide se voyaient servir de la viande de bœuf tous les jours. Pour les pharaons, la vie était probablement un buffet sans fin. Les pharaons avaient les moyens d'élever un grand nombre d'animaux domestiqués et, s'ils voulaient un repas particulier, ils pouvaient toujours envoyer leurs serviteurs à la chasse. La table était donc généralement garnie d'oiseaux sauvages, de bœufs, de moutons, de porcs, de poissons et de tout ce qui leur tombait sous la main. C'est également à cette époque qu'a été inventé l'un des mets les plus célèbres au monde, le foie gras. Ce foie d'oie délibérément engraissé a été mis au point au XXVe siècle avant notre ère. Les pharaons aimaient aussi manger un oiseau beaucoup plus petit, le moineau, qui aurait eu des propriétés aphrodisiaques. Le pharaon s'ouvrait un grand appétit, car il était en fait très occupé toute la journée. La journée commençait par son habillage et sa toilette par ses serviteurs qui loignaient d'huile parfumée. Une fois qu'il a revêtu ses robes et ses bijoux, il se rend dans la salle d'audience. C'est là qu'il devait faire face à ses réunions quotidiennes. Mais ne vous inquiétez pas, elles devaient être flatteuses. Après tout, c'est un roi qui est aussi considéré comme un dieu. Et les participants à ces réunions sont des roturiers, des nobles et des dignitaires en visite. Il y a fort à parier que chacun d'entre eux s'incline devant lui en entrant et lui présente souvent des offrandes. Les seuls qui ne semblent pas faire preuve d'une telle dévotion sont ses conseillers de tous les jours, mais même eux s'inclineraient probablement devant le pharaon. Mais même le pharaon répond à quelqu'un. Après les audiences quotidiennes, le pharaon se rendait probablement au temple pour rendre hommage aux dieux. En faisant les offrandes quotidiennes avec l'aide du grand prêtre, il s'agit d'un moment de dévotion tranquille. Mais ce n'est pas seulement la religion qui le guide dans cette tâche. Il est également considéré comme le berger du pays, et, s'il devait sombrer dans le chaos, il pourrait être renversé par un coup d'État, voire par ses propres chefs militaires ou conseillers. Il parle donc consciencieusement aux statues des dieux, puis leur sacrifie un bovin avec l'aide du boucher royal. C'est une affaire privée pour le pharaon, qui n'est accompagné que de quelques personnes de confiance, et c'est un rare moment de réflexion tranquille pour l'homme qui règne sur toute l'Égypte. Mais il est temps pour le pharaon de quitter le palais. Il n'est pas possible de s'acquitter de toutes les tâches royales dans la sécurité du palais. Et quel serait l'intérêt d'une telle démarche?
Il est donc temps de partir faire les courses quotidiennes, mais le pharaon ne marchera pas sur ses deux pieds. Ce serait indigne et risqué. Il est donc probable qu'il choisisse l'un des deux principaux moyens de transport. Le premier est le char traditionnel tiré par des chevaux, très utile pour aller vite. En fait, de nombreux pharaons aimaient utiliser les chars pour se divertir, pour chasser ou pour faire la course avec d'autres chars. Il pouvait aussi se déplacer à pied, mais pas sur son propre char. La litière royale est un dispositif utilisé depuis des milliers d'années et aussi simple que possible. Une petite chambre contenant un siège confortable pour Sa Majesté royale, attachée à plusieurs perches qui seront portées par des serviteurs de confiance. Une petite litière peut être transportée uniquement par 2 personnes se tenant à 2 perches, mais les plus grandes, comme celles qui conviennent à un roi, seront probablement transportées par 4 personnes à la fois. Ce mode de transport était idéal pour un roi en déplacement. Que faisait donc un roi lors de ses déplacements quotidiens? Le pharaon a généralement plusieurs projets de construction en cours, chaque chantier étant dirigé par un contremaître royal. Ce dernier se rend régulièrement sur chaque site pour constater l'état d'avancement des travaux et présenter les mises à jour éventuelles des plans. C'est un moyen utile de fidéliser la population locale et d'éviter qu'elle ne se désolidarise de la famille royale. C'est l'événement le plus important de la journée, les habitants se pressant pour apercevoir l'homme qu'ils considèrent comme un avatar des dieux. Ensuite, c'est le retour au palais pour le dîner et une nuit de sommeil reposante. Le pharaon semble vivre une vie enchantée, mais un aspect pose problème. Les pharaons étaient puissants dans presque tous les domaines, mais ils étaient aussi mortels. Nombre d'entre eux ont eu des règnes étonnamment courts, y compris le célèbre roi Tut, qui était sur le trône à l'âge de 9 ans et qui est décédé à l'âge de 18 ans, probablement à cause d'une combinaison de problèmes de santé à la naissance et de blessures subies dans ce qui aurait pu être un accident de char. Si les pharaons avaient accès à de meilleurs soins de santé que le citoyen égyptien moyen, ils n'avaient pas non plus accès à la médecine moderne, car celle-ci n'avait pas encore été inventée. Ils étaient donc vulnérables à toute une série de maladies. Les Égyptiens disposaient de techniques médicales étonnamment modernes, notamment de petites chirurgies pour réparer les os cassés et recoudre les blessures, et ils avaient accès à un certain nombre de médicaments, mais l'un des domaines où ils faisaient défaut était celui des antibiotiques modernes. Les médecins égyptiens semblaient comprendre les principes de base. Bien que des concepts tels que les bactéries n'aient pas été compris à l'époque, certains textes anciens utilisaient la bière fermentée pour traiter les infections. C'était peut-être mieux que rien, mais ce n'était pas aussi efficace que les traitements modernes, ce qui signifie qu'il y avait toujours un risque qu'une coupure mineure se transforme en infection grave et mette fin à la vie de quelqu'un, même à celle d'un roi. Le fait d'être pharaon comportait également un autre facteur de risque majeur, qui commençait avant même la naissance des pharaons. Qui était assez digne d'épouser un pharaon? De toute évidence, pas une roturière, et la plupart des nobles de rang inférieur ne remplissent probablement pas non plus les conditions requises. De toute évidence, il faut que cela reste dans la famille. Les familles royales égyptiennes étaient donc fortement consanguines. Il était courant pour les rois d'épouser une sœur, souvent une demi-sœur, issue de l'une des autres épouses du pharaon précédent. Cela permettait de réduire la consanguinité génétique, mais il était encore fréquent que les pharaons naissent avec des maladies génétiques. Le roi Tut est né avec un pied beau, une scoliose, et peut-être une maladie génétique comme le syndrome de Marfan, ce qui a pu contribuer à sa mort prématurée. Mais chez les pharaons, la mort n'est pas vraiment la fin. Dans l'Égypte ancienne, la mort était proche pour tout le monde, et les Égyptiens croyaient fermement en une vie après la mort. Il était donc courant pour un pharaon de commencer à planifier sa mort bien avant qu'elle n'arrive. L'une des tâches les plus importantes de la vie d'un pharaon consistait à concevoir sa propre pierre tombale, qu'il s'agisse d'un impressionnant palais commémoratif ou d'une magnifique pyramide géante, qui, espérons-le, serait encore debout des milliers d'années plus tard. Ces tombes comptent parmi les réalisations architecturales les plus importantes de l'Égypte ancienne. Il peut sembler morbide de planifier si minutieusement sa propre mort, surtout lorsqu'on est un jeune roi, mais les Égyptiens avaient une vision très littérale de l'au-delà, ce qui était presque réconfortant. La mort, quelle que soit la manière dont elle survient ou le moment où elle se produit, n'est que la prochaine étape du voyage, et les Égyptiens veulent être bien équipés. Outre la construction de leur dernière demeure,
ils choisissaient souvent avec soin ce qu'ils allaient emporter dans la tombe. Il s'agissait souvent de leurs biens les plus précieux, ainsi que d'une bonne réserve de nourriture, au cas où. Bien que les médias en parlent souvent, il était extrêmement rare de sacrifier ses serviteurs pour les emmener avec soi dans l'au-delà, même si les sacrifices d'animaux étaient très courants. Lorsque le pharaon est décédé, l'histoire s'est répétée, en quelque sorte. La journée du pharaon commence généralement par l'habillage et la préparation de ses serviteurs. Cela se produisait une dernière fois après la mort, mais de manière beaucoup plus minutieuse. Cette fois, ils le préparent à la momification. Il s'agit d'enlever tous les tissus remplis de liquide qui risquent de pourrir, y compris le cerveau et la plupart des organes internes, qui seront conservés dans des bocaux canopes. Le corps était ensuite embaumé et placé dans un cercueil orné, où il reposait dans le tombeau massif qui avait été construit, préservé dans une chambre presque hermétique, où il resterait étonnamment intact des milliers d'années plus tard. Bientôt, un nouveau pharaon monterait sur le trône, avec un emploi du temps strict et une énorme équipe de serviteurs pour l'aider à diriger le plus grand empire du monde antique. Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos à l'écran pour plus de contenu similaire.